Bonjour à toutes et tous. Tous mes remerciements au comité éditorial du colloque du mardi de m'avoir invité. Merci à mes collègues du département d'être venus en force et à vous toutes et tous. Pour parler de vagues de chaleur et ses effets sur le Rhin et en particulier chez les personnes qui ont une insuffisance rénale chronique, la question se posant de savoir si, à mesure que la température augmente, pour des raisons géographiques, pour des raisons de réchauffement climatique également, le Rhin va aussi subir un coup de chaud et les affres de la chaleur. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et surtout pas financier, énormément de biais, parce que je suis référent de la transition écologique, très intéressé dans l'effet des canicules sur le corps humain et les différents organes. Et je ne peux m'empêcher, en tant qu'assidu lecteur de la littérature sur le sujet, de m'inquiéter quand je lis ce type d'études. Donc, on va parler de cet article qui est issu du Lancet Planetary Health, un journal de santé planétaire, le plus grand journal de santé planétaire, conçu, mené par une équipe d'épidémiologistes essentiellement et biostatisticiens, doublés de néphrologues de Londres et notamment de UCL, mais aussi de la London School que vous connaissez toutes et tous. Donc, c'est une analyse post-hoc de l'étude DAPA-CKD. L'étude DAPA-CKD, peut-être que vous ne connaissez pas l'acronyme, mais vous connaissez tous le médicament. C'est la dapagliflozine qu'on prescrit beaucoup à nos insuffisants rénaux et cardiaques, notamment. Et c'était une étude randomisée contrôlée qui s'intéressait à savoir l'effet de la dapagliflozine sur la fonction rénale et surtout sur les outcomes durs de mortalité d'insuffisance rénale. Étude multicentrique sur 386 sites, incluant 4300 participants, avec un follow-up long pour un RCT de 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'il a montré ce RCT? Donc, il a pu montrer que la dapagliflozine est très efficace sur tous les outcomes dits durs, tant primaires que secondaires, que ce soit le déclin de la fonction rénale plus de 50%, la mortalité par cause rénale ou cardiaque, et d'autres, notamment la mortalité toute cause. Ce déclin ou cette diminution était de l'ordre de 30-40% selon les outcomes. Et chose intéressante qui est moins mise en évidence dans l'étude, mais c'est que ça ralentit le déclin de la fonction rénale qu'on subira toutes et tous, ou qu'on subit déjà pour certains d'entre nous, et qui est chez l'insuffisant rénal chronique, avec les caractéristiques de cette étude de l'ordre de moins 3,5 de GFR. Dans le groupe dapagliflozine, c'était 1,6 par an, avec une différence entre les deux groupes de 1,92 millilitres-minute. Et voilà. Pourquoi cette analyse post-hoc? Alors, vous savez tous qu'on subit un réchauffement de l'atmosphère, que ce soit au niveau mondial, cet escargot vous le montre bien, vous voyez l'amplitude de la chaleur, que ce soit en Europe, où vous voyez bien que la Suisse n'est pas épargnée. Il y a une langue qui touche la Suisse et on est un des pays au monde qui subit le plus la vitesse d'évolution des températures, et ça c'est bien montré sur le graphe de droite, avec un gain de l'ordre de 0,4 degrés tous les 5 ans ou 0,8 degrés tous les 10 ans. Donc on a une Suisse, un pays qui se réchauffe beaucoup. Et pas bonne nouvelle, Genève est le canton le plus touché, ou un des 3 cantons les plus touchés par le réchauffement climatique, notamment par ses caractéristiques géographiques. Ce qu'on sait moins, c'est paru cet été, Météo Suisse, c'est pas juste la météo à la télé, c'est surtout l'organe qui réunit les plus grands scientifiques nationaux
sur le climat et sur le temps, les précipitations, c'est que non seulement on se réchauffe à hauteur de 2,5 degrés, 3 degrés en Suisse sur les 40 dernières années, mais surtout, il fait plus chaud en été. Alors bien sûr, il fait plus chaud en été qu'en hiver encore, mais les vagues de chaleur sont plus intenses que les redoux hivernaux. Donc on a gagné plus 3,8 degrés dans les vagues de chaleur qui durent de 3 à 7 jours, ce qui est hautement pertinent quand on parle de rein, parce que le rein subit surtout les vagues de chaleur intenses où l'organisme n'a pas le temps de se refroidir. Plus bas en Europe, je pense que c'est important de le réaliser. Hein, on médiatise beaucoup les feux de forêt, on médiatise un peu moins qu'on a des étés en Grèce, dans le sud de l'Italie, on va parler de la mortalité, où on a plus de 90 jours à température max de 32 degrés, ce qui est énorme, ça veut dire tout l'été. Tout l'été météorologique, il fait plus 32 degrés, alors ça commence parfois en juin, ça peut se terminer en septembre ou en octobre. Et ça, c'est la cause d'une morbimortalité importante. Hein. Vous le voyez sur ce graphe, vous voyez en petit, mais ici c'est l'Italie. L'Italie qui subit le plus de mortalité liée aux vagues de chaleur, avec la taille du rond qui indique le nombre de morts, c'est-à-dire 19 000 sur 62 000 morts de canicule en 2024. On avait exactement le même chiffre en 2022 et on a un chiffre proche qui se dessine pour 2025, pour dire que c'est quelque chose, premièrement, de constant et que pour l'instant, les efforts déployés par les différents acteurs dont on parlera tout à l'heure ne sont pas encore suffisants pour réduire significativement cette morbimortalité. Et c'est quelque chose qui se voit à peu près chaque année. Cette année a été un petit peu spéciale. On a un été qui a commencé très tôt, avec une vague de chaleur, certains diront exceptionnelle, d'autres diront l'exceptionnel est devenu la normalité. Des amplitudes de 3 à 8 degrés dans les températures moyennes, calculées sur 24 heures comprenant les températures nocturnes, et ça pour une durée de 30 à 40 jours continus, selon qu'on considère ou pas qu'il y a eu un jour de température normale. Pardon. Et vous voyez, le taux d'humidité était de 50 à 80%, très important pour l'étude qu'on va discuter maintenant. Chaleur et rein, donc là, vous connaissez probablement tous et tous la néphropathie mésoaméricaine, hein, qui est cette néphropathie qui a été décrite en Amérique centrale chez des travailleurs de canne à sucre notamment, qui a porté ce nom pendant quelques années avant qu'on se dise ah, tiens, c'est peut-être pas tant les pesticides que la chaleur. Et petit à petit, il s'est dessiné que c'est essentiellement la chaleur qui est en cause de beaucoup de néphropathies qui surviennent dans les pays chauds. Et il y a ce consortium qui s'est réuni l'an dernier, qui a épluché, je crois, 418 études sur le sujet, vraiment sur les néphropathies d'origine indéterminée dans les pays chauds ou moins chauds, et qui a conclu que c'est essentiellement la chaleur, effectivement, qui est en cause. Alors pas que, ça dépend des pays, ça dépend des conditions, ça dépend du travail des personnes. Autre chose intéressante pour la chaleur et le rein, et puis je terminerai là avant d'aller vers l'article, c'est dans cette étude anglaise qui est impressionnante, qui a inclus plus d'1 million de patients. Ils ont reçu des alarmes à chaque fois qu'il y avait une créate trop élevée ou une clairance trop basse. Il y a une alarme, ça c'est la magie de la NHS. Et on regarde la température qu'il fait dans les jours précédents. Et puis on a montré dans cette étude qu'à plus de 17 degrés de Tmax, pas de température moyenne, hein, de Tmax, température maximale en 24 heures, on augmente déjà sa probabilité d'avoir une insuffisance rénale aiguë.
et ce, de manière probablement exponentielle, parce qu'à mesure que la température augmente, la courbe s'infléchit et ça monte haut. Alors, vu que ça se passe en Angleterre, il ne faisait pas dans cette période plus de 34 degrés, mais pensez bien qu'il y a des pays où on monte à 40-45 degrés, ça s'appelle la France, ou à 40 degrés, ça s'appelle Genève, ou à 51 degrés en Irak. Et puis la physiopathologie, elle est complexe. Hein, j'ai mis physiopathologie et mécanisme parce qu'il y a toute une physiopathie qui est bien comprise, encore bien sûr incomplètement, qui est bien décrite dans Temperature, dont je vous recommande la lecture, 52 pages, sur la physiopathe du rein qui a chaud. Et puis ces auteurs-là, dans une autre revue, nous expliquent que ce n'est pas seulement une maladie du chaud et du rein, mais c'est aussi une maladie de la pauvreté, c'est aussi une maladie des pays du Sud. Donc dans une vue plus systémique, il y a des causes racines, des causes intermédiaires, des causes directes, et ça mène à la maladie. Donc, je viens dans l'étude elle-même. La question de l'étude, c'était est-ce que l'exposition à la chaleur a un impact négatif sur la fonction rénale chez les patients avec insuffisance rénale chronique? Alors, la méthode, je vois le public, je suis content de ne pas l'avoir détaillée énormément. Elle est super complexe. C'est des biostatisticiens du climat, de l'épidémiologie populationnelle, de néphrologie globale, tout ce que je ne fais pas au quotidien. Donc je ne vais pas vous l'expliquer dans les détails, mais quand même vous dire que deux types d'analyses très différents ont été menés pour voir si on corrélait bien avec différents modèles, qu'ils ont utilisé comme indice de chaleur un index heat 30, qui est le nombre de jours avec un indice de température de plus de 30 degrés, je viens tout de suite à la définition de l'indice de température, dans une fenêtre de 120 jours. 120 jours, c'était la distance ou le délai entre chaque visite de follow-up. Et puis, si on a 120 jours à plus de 30 degrés, divisé par 30, on a un index à 4. Si on a 0 jours, on a 0. Donc, tout le monde a une valeur entre 0 et 4, chaque centre. Et vous voyez, elle est multicentrique, elle est bien multicentrique. Hein. Elle touche beaucoup de continents. L'Afrique est le grand oublié, je ne saurais vous dire pourquoi. L'Inde, par contre, a connu un grand succès, ainsi que l'Asie du Sud-Est et les États-Unis. Également l'Europe, qui n'est pas épargnée, que vous voyez, où il n'y a pas beaucoup de hotspots en Europe, quand même quelques points jaunes en Espagne et dans les autres pays du sud de l'Europe. L'indice de chaleur, c'est la chaleur que vous ressentez quand il fait chaud et humide. Parfois, il fait que chaud. Il fait 30 degrés, et puis on est à 30 degrés. Parfois, il fait 31 degrés ou 32 degrés, et une humidité de 80 qu'on a à Genève. Donc, s'il fait 31 degrés, vous en ressentez 40. Votre corps en ressent 40, votre rein en ressent 40. Et chez tous les experts qui connaissent bien le sujet des températures, l'effet des températures sur l'organisme humain, c'est le meilleur indicateur, ou ça semble fortement être le meilleur indicateur pour les outcomes. Alors les résultats, on va les voir assez rapidement parce que finalement il y a peu de chiffres. Je vous parle quand même de la population. Ici c'est les centres, ici c'est les personnes, toujours les personnes dans les centres, mais vous voyez le nombre de centres, hein, les quartiles 1 et 2, 180 centres, ensuite 90-97. Puis le nombre de participants, c'est 1000 par quartile, donc 2000 dans les premiers quartiles, 1000 dans les suivants. Et ce qui frappe beaucoup, alors je ne vous ai pas encadré parce qu'il y a trop de pays, mais c'est que 78% des patients de DAPA-CKD vivent en Asie ou proviennent d'un pays asiatique, sont originaires d'ethnie asiatique. Et de ce fait, notamment, ils ont moins de maladies cardiovasculaires dans les quartiles très chauds. Je parlais bien, pardon, pas d'APA-CKD, mais du quartile 4. Le quartile 4, beaucoup de patients asiatiques, beaucoup de patients qui ont un moindre BMI que le reste de la population.
et moins de maladies cardiovasculaires et probablement plus de heat-induced nephropathy. Les résultats, donc, c'est spectaculaire, hein, ils ont réussi à obtenir les données climatiques, ils ont pris une grande base de données, et puis ils ont regardé par centre quelle chaleur, quelle humidité il faisait dans les 120 jours précédant la visite, et dans les 120 jours précédant ces 120 jours, et dans les 120 jours précédents. Donc ils ont pris par tranche pour gommer les effets de la saisonnalité. L'âge moyen des patients était de 62 ans, avec un GFR moyen à 43 et un follow-up médian, comme je vous l'ai dit, de 28 mois. Un index de chaleur de plus de 30 degrés se voyait avec une médiane de 0,6% des jours dans les différents centres. Ça veut dire 2-3 jours en médiane. Donc dans la médiane des centres, c'est des pays du Nord qui ne subissent pas beaucoup la chaleur. Et le range est énorme, 0 à 216 jours. Il y a dans cette étude des pays qui ont 0 jours à plus de 30 et d'autres qui ont 216 jours, donc à peu près les 2 tiers de l'année à plus de 30 degrés. Je vous épargne l'explication de ces deux modèles, hein, Adjust Linear Mixed Effect et le Case Time Series. C'est des gens extrêmement professionnels de l'épidémio, ça passe dans un bon journal, je les prends pour argent comptant, vu que je prends aussi certains prompts de chat GPT comme argent comptant. Là, c'est des professionnels, ils ont bien étudié la question, ils étaient un très bon groupe, et ils nous disent, je pense que c'est le résultat le plus intéressant, que si vous vivez dans un pays très chaud, ou les patients qui vivaient dans un pays très chaud ont une perte additionnelle, pas une perte nette, mais une perte additionnelle du fait de la chaleur de 3,7 millilitres par minute, avec un range, un intervalle de confiance qui va de 0,1 à 7, et ce 3,7, c'est 8% du GFR de base. Chose intéressante, c'est que cette perte liée aux vagues de chaleur répétées, ou au nombre élevé de jours de grande chaleur, est supérieure à ce que ces patients gagnaient avec l'ISGLT2. Donc ils perdent plus du fait qu'il fait chaud qu'ils ne gagnent du fait qu'ils prennent de la dapagliflozine. Voilà, avec un rappel, c'est que l'effet de la DAPA sur le placebo était de 1,92, donc on perd 2 fois plus qu'on a gagné si on vit dans un pays très chaud. Dans les sous-groupes, tout est très ajusté, hein, pour toutes les variables, notamment socio-économiques. Dans tous les sous-groupes, on voit qu'il y a une perte, que vous preniez de la dapagliflozine ou du placebo, que vous soyez plus ou moins protéinurique. C'était des gens très protéinuriques, hein, enfin passablement. Ils avaient tous 1 mg par gramme de rapport, en médiane. Et chose intéressante, juste concernant le GFR baseline, c'est que ce que je dis est vrai pour les 30 à 60 de GFR baseline. Pour les plus de 60, il n'y avait pas assez de patients. Soit il n'y aurait pas d'effet, soit il n'y a pas assez de patients. Vous voyez, l'intervalle de confiance est immense. Et pour les GFR baseline bas, on n'a pas non plus de conclusions qui peuvent être données par cette étude. Et cela est notamment dû au fait qu'ils ont exclu de l'analyse les patients qui ont été transplantés ou hémodialysés en cours d'étude, dont ils ne livrent par ailleurs pas le nombre. Donc ce que cette étude apporte, c'est que c'est une très bonne étude conçue par des grands professionnels qui ont mené de telles études, qui vient d'un grand RCT multicentrique qui inclut un nombre respectable de patients dans le monde entier, sauf l'Afrique, que cette étude conjuguée ou additionnée à d'autres montre qu'il y a une causalité probable ou certaine entre les températures très élevées et la baisse des GFR. Pour ceux qui ne connaissent pas les critères de Hills, ben vous les avez ici, il y en a 7. Et les 7 sont remplis par cette étude et une autre. Et
qu'elle est bien corrigée pour les facteurs confondants. Les limites, je les ai citées en cours de route, je ne vais pas m'étendre là-dessus. L'une d'elles est que la méthode et le modèle statistique, honnêtement, sont tellement compliqués qu'il est difficile de faire autre chose que confiance aux auteurs et au journal, aux éditeurs, et que l'Europe est faiblement représentée, et également que ce qui est valable hier n'est pas forcément valable aujourd'hui en matière de climat. Et si on met la barre sur les 5 dernières années, ça c'est la période de l'étude avant 2020 et maintenant, comme je vous l'ai dit, on a gagné 0,5 degrés. Et dans 5 ans, on aura gagné 0,5 degrés aussi. Donc les pays moyennement chauds deviennent plus chauds, les pays très chauds deviennent extrêmement chauds. Et je termine par vous donner ces références qui sont des études qui ont compilé tout ce qui a été fait au niveau communautaire, au niveau des institutions, des gouvernements, comme recommandation pour les patients à risque de coup de chaleur, c'est-à-dire tout le monde, hein, on peut tous avoir un coup de chaleur, mais si on a des comorbidités à risque, on est plus à risque. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et c'est une morbimortalité qui est hautement évitable. Je signale juste la climatisation qui a fait beaucoup parler d'elle pendant cette vague de chaleur de 40 jours. C'est sur certificat médical à Genève, hein. On ne peut pas mettre de la clim chez soi, mais on peut demander à son médecin, est-ce que vous voulez bien, j'ai 45 de GFR, me faire un certificat disant attestant que j'ai droit à la clim et vous aurez droit à la clim. La communauté des néphrologues s'engage. Il y a cette très bonne référence qui donne 10 tips très simples pour recommander les choses à vos patients. Et puis, il y a vraiment un enjeu d'augmenter, d'améliorer la littératie en chaleur. Voilà. En anglais, ça sonne mieux comme toujours. La heat literacy au sein des communautés, mais au sein du corps médico-soignant aussi, parce qu'il y a nombre d'études qui montrent qu'on est peu familier à la littérature des impacts des chaleurs sur l'organisme. Et puis ça, à tous les niveaux, hein, les gouvernements, ça va du gouvernement aux citoyens en passant par l'hôpital. Donc en conclusion, vous l'avez bien compris, les chaleurs élevées ont un impact sur la progression de l'IRC. La perte de fonction rénale peut être plus élevée que le gain obtenu par chacune des molécules néphroprotectrices qu'on a à disposition. Et puis en période de forte chaleur, il est extrêmement important que les patients soient instruits en amont, déjà en hiver ou au printemps ou maintenant, aujourd'hui, des risques qu'ils auront s'ils sont exposés à des températures de 17 degrés ou plus. Déjà, pour l'insuffisance rénale aiguë. Je vous remercie et puis vous avez ici 2 références seulement.